Salut à vous petits gros tentacules, aujourd'hui j'ai la joie, la fierté, le bonheur de vous parler de Warpland. 34,90, 149 pages, chez Pattern Recog. Et c'est une tuerie. Mais alors à tel point c'est simple, si tu regardes cette vidéo, que t'aimes bien les tripes un peu barrées à règles simples et à monde perché, que t'es en fin de mois, tu te casses, tu vas te faire du mal. Reviens au début de mois quand t'as des sous. Ne regarde pas cette vidéo maintenant, je ne serai pas responsable de ton agio bancaire. Voilà. Parce qu'on va le dire tout de suite, Morborg a réellement un concurrent. Qui peut le détrôner? Personnellement, en termes de préférence, il détrône Morborg. Voilà, je vais être clair. Les règles sont à peine plus poussées sans être casse-couille. Il y a qu'un point de règle très précis sur lequel je vais ronchonner. J'ai deux mini points sur lesquels je vais très méchant avec Warpland, on les garde pour la fin. Mais en termes de règles, c'est plus développé. En termes de monde, c'est tout aussi barré, mais un peu plus développé. Le seul point sur lequel Morborg, à mon sens, reste indétrônable, c'est la maquette de Guedin. Voilà. Niveau maquette, Morborg va avoir ce côté maquette de Guedin, quand là on est plus sur sobriété et épuré. D'un point de vue graphique, il tient, voilà, d'un point de vue graphique, il tient la barre à Morborg. Les illustrations d'intérieur sont, voilà, ça tient Morborg. Et dans mon petit cœur, je vous ai souvent cassé les pieds avec Morborg. Je crois que Warpland est, à mon humble avis, mieux réussi. Alors l'auteur, parce que bon, les traducteurs, on les connaît, mais concepteur et écriture, Gabriel Kirorka. Et ben en tout cas, c'est une tuerie. C'est de ouf. Je le place mieux que Morborg tout simplement parce que pour moi le background est à peine plus développé, c'est très appréciable et les règles sont à peine plus développées et c'est très appréciable et il y a plus de variété en Warpland. Après c'est vraiment une histoire de goût, voilà, si je dois être honnête. C'est pas voilà, on pourrait pinailler des heures pour kicker le mieux des deux. Pour moi, je préfère Warpland. Voilà, ça c'est clair, c'est dit. Pourquoi? Bah alors, si Morborg c'est un peu du Elric en mode post-apo, enfin on est sur du Medfan au moment de l'apocalypse et où le monde s'effondre et où le mal a triomphé, là c'est Homecone, mais pareil, le monde s'effondre, l'espoir il est perdu et vous allez survivre. Il y a une petite phrase qui le dit bien dans le bouquin, on n'est pas pour se poser des questions sur le bien et le mal, tout ça on s'en fout ici, on est là pour survivre. Et c'est exactement ça. Et j'ai eu bien du mal à me limiter les petites pages dont il fallait que je vous parle, parce que sinon je vais vous passer tout le bouquin. Le moteur, voilà, c'est ce qu'il y a de moins intéressant. Il est simple. Hop, la fiche de perso. On va prendre elle par exemple. Hop. Alors, tu as 4 caracs, agilité, puissance, esprit, savoir. Ça va de 5, nul à chier, à 10, waouh, maximum, t'es super balèze. T'as 8 points à répartir en sachant que tu pars d'une base de 5. Voilà. Tes points de vie sont dérivés de ta puissance, qui est force, endurance, tout ça. Agilité, c'est agilité. Esprit, c'est esprit. Et puis savoir, c'est l'intelligence. Esprit, c'est on est plus sur la sagesse. Il y a des points de volonté, il y a des points de vie, youpla, il y a de l'équipement avec des petites règles d'encombrement. Les objets utilisent les dés d'usure, ce qui fait que tu te casses pas trop la tête pour contenir ton matériel. Tous les matériels qui sont usables, tu commences avec un dé d'usure plein et puis jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Les expertises, voilà, ce que tu pourrais prendre pour les compétences, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est à la fois les compétences et les classes de perso. Tout simplement, le savoir, c'est l'intelligence. Chaque point que vous allez avoir au-delà de 5 va vous donner un point où tu as le droit d'aller prendre une expertise. L'expertise, ça peut être genre voyageur, et vous êtes dans un monde où il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'étoiles, qui est relativement changeant et bordélique. Voyageur, c'est un petit peu l'expertise qui peut juste sauver la vie à tout le groupe. En sachant que si vous ne trouvez pas à bouffer pour un jour de voyage, vous allez vous bouffer des pertes de points de vie, ça peut être très violent. L'environnement est hostile. tu joues en Australie tout le long. Voilà, c'est l'Australie Empire tout le long. Mais elle, par exemple, elle a prêtresse. Donc il y a pas mal de sectes religieuses. Il y en a une qui est encore dans l'espoir du retour de la vraie lumière véritable avec le démurge et qu'on va tous être sauvés. Voilà. Et dont le pouvoir, c'est de faire des miracles. Rien que ça. C'est difficile, mais techniquement, c'est faisable. Tu peux faire des miracles. Joue à Jésus.
tu prends prêtre. Ensuite, elle est guérisseuse, très très pratique, sachant que le jeu est assez mortel et que tu peux, en clair, dès que tu as 0 point de vie, il te reste un des petits runes avant de crever. Si t'as pas de guérisseur compétent dans le groupe, tu es très mal barré, pour pas dire très mort. Et elle est disciple. Bon, ça c'est pareil, ça veut dire qu'en fait, elle a un grand sensei et que c'est à la fois, du coup, c'est un contact, tout ça. Ce qui est important dans les expertises, quand je disais c'est à la fois des classes de perso, c'est littéralement ça. Magicien, c'est une expertise. La seule du jeu qui vaut 2 points de savoir parce que ça ouvre beaucoup de portes et la puissance. Guerrier, c'est pareil, c'est une expertise. Marchand, c'est une expertise. Marchand, super important, hein, tu connais la valeur des choses, tu sais comment les négocier, les magouiller. Chasseur, très bien aussi pour pas crever de faim pendant les voyages. Barde, comme du barde ADD, sauf que c'est pas magique, mais t'es le gars qui va remonter le moral à tout le monde. T'as un truc aussi où tu peux être dresseur puis avoir des familiers, avoir des animaux de compagnie du type mon loup va te bouffer ta gueule. Enfin, on est vraiment sur quelque chose. Moi, ça m'a fait penser à Barbarian of Lémurien, à savoir vraiment des gros champs de métiers qui sont couverts très simplement. Dessus, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah oui, sur ta fiche de perso, tu mettras aussi son nom, son allure, son défaut et sa devise. Les défauts sont assez bien vus parce que c'est des défauts qui sont pas méga chiants. Voire certains joueurs vont juste se dire ouais, faut que je prenne celui-là, en fait ça me correspond à ma manière de jouer. Genre voilà, la meuf c'était arrogante, le mage il est superstitieux, j'allais dire le bourrin, non, c'est un vagabond, c'est un joueur invétéré et les daltoniens. L'autre c'est un pessimiste. Voilà, on est sur des choses simples à jouer et qui sont juste du type background, enfin du type roleplay. Voilà, s'incarne en roleplay. À un moment, le MJ peut t'es pas obligé de porter ce défaut. Et certains défauts sont des trucs très positifs. Et l'altruisme c'est un défaut dans le jeu. Hein. Et vu la qualité du monde, ouais, c'est un défaut. Donc des fois, t'es altruiste, tout votre groupe il a intérêt de laisser crever quelqu'un. Ah non, s'il vous plaît, aidez-moi. Tu serais un petit peu obligé de l'aider. Là, le MJ va t'imposer un jet pour réussir à ne pas aider la personne que toi en tant que joueur t'as envie de dire non, non pas, laissons-le crever. Enfin voilà, on est sur des tas de trucs comme ça. Et puis voilà, et puis c'est un truc de foufou. Les sources le monde il est simple. On va essayer d'aller dans l'ordre parce que sinon je vais partir dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Alors, il y a plusieurs textes d'ambiance sélectionnés. Je vais vous en lire un. Voilà, maladroitement, je me suis pas entraîné parce que je le trouve très beau. C'est vrai que ça parle du monde. Voilà, vous allez jouer dans Le monde ne nous appartient pas. Il appartient au changement. Nous ne sommes que des filaments éphémères qui passent, chassés de la lumière vers l'ombre. Comment cela a-t-il commencé? Où cela se termine-t-il? Pourquoi devrions-nous nous en soucier? S'accrocher à une croyance ou une doctrine est insensé. L'espoir est un jardin stérile. Oui, la roue tourne toujours. Tiens bon ou sois perdu à jamais. Tu peux croire comme beaucoup d'autres que tu es destiné à briller. Que de hauts faits t'attendent et donneront un sens précieux à ton existence pathétique. Sache que la terre s'en moque. Tu disparaîtras et quelles que soient tes actions, apprends à lire moi-même, elles se perdront aussi dans le néant comme tout le reste, réduit en poussière. Juste un étrange rêve évanescent, imaginé pour amuser un dieu absent plus étrange encore. Mais non, relève la tête. Les terres annoncent un suprême voyage, le vin et les femmes de Zur effaceront bientôt ce stère sinistre de ton visage. Et c'est parfaitement l'ambiance du jeu. C'est ultra darkos. L'espoir, il est... Ouais, vous n'êtes pas dans un jeu d'espoir, vous êtes dans un jeu de survivants. Les rares qui peuvent encore nourrir l'espoir, c'est les fanatiques religieux du retour de la lumière. Parce qu'autant vous dire qu'il y a plein de sectes pas du tout gentilles. Hein, et tu peux les jouer. D'ailleurs, oui, les magiciens, en fait, vous êtes des adorateurs du néant. Hein, voilà, on va le dire clairement. Donc tu peux avoir pas... Enfin, tu as pactisé avec le démon pour tes pouvoirs. Tu peux jouer un gentil sorcier qui a pactisé en se disant je joue avec le feu et je prends son pouvoir pour le combattre. C'est possible. Mais si tu veux, t'es juste un salaud. Voilà. C'est une ambiance de gueudin, ce jeu. Le royaume, je vous l'ai dit, il y a du background. Ça, c'est la carte. C'est un peu plus à l'écran. On voit 4 zones. Celle-là, Arcanar, c'est l'endroit qui est dévasté, l'ancienne civilisation super technologique qui a foutu la merde dans le monde, elle vient de là, et ça s'est bien fait raser la gueule. Là, c'est la brèche de la ruine. En clair, l'endroit où la réalité a été percée par les bouffons qui se sont explosés la tronche,
pour détruire leur ennemi. Voilà, une guerre ancestrale, les Élois, c'est les gentils. C'est ceux dont on a entendu parler, les ennemis, c'est ceux qui se sont fait percer la gueule avec un truc anti-réalité. Du coup, les Élois ont gagné, mais du coup, ils ont un peu détruit le monde, et puis eux-mêmes, on sait pas trop s'il en reste ou pas. Enfin, le MJ a quelques pistes, vous verrez. Leur technologie reste. Et donc, ils ont percé la réalité, et de là, il y a le néant qui revient, et le néant a des agents. Ça va entre le démon corrupteur à la Warhammer Dark au Cthulhu. Voilà. Le néant est là pour t'exterminer la tronche. Ensuite, on a Suno, l'endroit le plus civilisé et le plus jouable. Ouais, c'est au milieu. Un des rares endroits d'ailleurs où la bouffe est à peu près pas un problème, tout ça. Vous risquez beaucoup de commencer là, sûrement la citadelle. Il y a des scénars, il y a 3 scénars dans le bouquin à la fin. Il y en a un qui commence à la citadelle et hop. Et nous avons Obsidia, qui est un peu le pays des sorciers. C'est un gros raccourci, mais en clair, dans la doctrine religieuse qui est majoritaire sur le monde, qui est pour le retour de la lumière, à la toute base, on n'avait pas inclus dedans que sympathiser avec les démons, c'était pas bien. Ça a été rajouté à la doctrine, et du coup, ça a été le schisme interne religieux. Et il y en a qui font oh non, on peut être fidèle à la lumière et utiliser le néant et les démons contre lui-même. Et c'est devenu en fait ceux qui se sont barrés, Obsidia, il y avait d'autres peuples avant. Enfin, le background en fait, il semble court, mais il donne beaucoup d'ailleurs. Vous le voyez. Et puis tout ce qui est dessiné ici, forcément, vous avez des pages qui sont données, qui sont consacrées. Des fois, tu as aussi des pleines pages comme ça qui sont only pour l'ambiance. Moi, je trouve ça absolument génial, surtout qu'elles sont pas trop. Après, voilà. Faut être capable d'être inspiré par une illustration. Il y a vraiment 2 sources d'inspiration au niveau du background. Il y a autant les illustrations que les textes d'ambiance. Il y a très peu de textes descriptifs. Il y en a quelques-uns. On dit il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais ils sont peu nombreux. Par contre, chaque zone, et des fois il y a des sous-zones dans les zones, va avoir son tableau de rencontre d'événements mineurs, son tableau d'événements majeurs, avec autant d'idées d'aventures qui vont te péter à la gueule sur un lancer de dés. Toujours des illustrations de fou. Et ça, il n'y en a pas qu'un. Il y en a pour chaque zone. Donc voilà, puis tu as des sous-zones. Là, on arrive à Suno, donc on va être sur la citadelle, les tableaux. Là aussi, il y en a. Hop, la citadelle. L'endroit qui correspondrait le plus à un niveau un peu Moyen-Âge. C'est l'endroit où il fait le mieux vivre de tout cet univers. Rencontres dans la vallée étrange, il y en a plein, c'est vraiment tout jouissif. Faut pas que je feuillette pour moi, faut que je feuillette pour encore un gros texte d'ambiance sur la vallée étrange, les rencontres en vallée étrange. Je pourrais vous faire absolument les seigneurs de fer, des petits qui se foutent sur la mer. Il y a un coin en fait il y a encore de la guerre intestine pour savoir qui c'est les patrons. Obsidia, qui est appelé comme ça en fait à cause de l'obsidienne, qui dans un Maelstrom de Warp va se transformer en Jade. Oh, l'autre il a dit Maelstrom de Warp. Est-ce que dans ce jeu il y a du Warp? Oui, il y a du Warp, mais c'est pas du tout le Warp que vous avez connu. Il y a un texte dans le livre qui va t'expliquer, parce qu'en fait c'est un érudit qui enseigne à un autre qui dit que la réalité c'est comme un œuf, que la réalité que nous en fait on connaît, c'est l'intérieur de la paroi de l'œuf. Que le jaune, c'était la lumière, la lumière, c'était Dieu, qui était au centre du réel et qui permettait toute la réalité d'être. Et en fait, les Eloi, quand il y a eu cette histoire de on a percé la réalité, hop, ils ont percé un trou dans la coquille, puis néant, c'est tout ce qu'il y a de l'extérieur, donc il y a la réalité qui s'écoule, et puis il y a l'air du néant qui rentre et puis qui veut tout détruire. Mais ce côté on perce la réalité n'a pas seulement foutu la merde au sens on a pété la réalité et puis le néant envahit le monde. Il a foutu la merde aussi que ça a déréglé la lumière et il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'étoiles. Le ciel, c'est les éthers. C'est le warp qui surplombe votre ciel, c'est le warp et il est changeant. Il est déterminé avec un des 12. Là, c'est pareil, petit détail, mais que moi j'ai adoré. L'éther, tu vas déterminer sa météo. Et là, en fait, il a 12 couleurs, qui ont 12 effets, qui te mettent 12 ambiances. Et à chaque fois,
la couleur, elle est, c'est la couleur qui t'a imprimé. Voilà, c'est la couleur du ciel. Tu peux le montrer à tes joueurs. Donc il y en a 12. En plus de ça, tu as les problèmes de pluie. Ouais, il peut pleuvoir des têtards où la pluie elle peut être homogène. Voilà, une fine couche de pluie qui pouf. T'as les maelstroms. Là, le truc que généralement, si vous survivez, c'est juste que le MJ a été gentil. Ouais, j'exagère un peu, mais c'est un truc qui déclenche beaucoup de mutations. Quoi, mutation? Ouais, parce que le warp un peu, c'est le principe de finalité de l'évolution. Tu sais, les gens qui sont à fond dans, ils m'ont monté hop, et ben, c'est du finalisme. C'est de dire que, voilà, l'homme, c'est l'inverse du darwinisme. C'est pas on mute dans un sens à cause du hasard et de l'adaptation, c'est Dieu qui a tout construit pour nous amener là. Bah là un peu le warp, on est dans cette idée, mais Dieu il a pété une durite, il s'est barré, et puis maintenant bah il y a des trucs qui vont muter de manière aléatoire. Alors il y a des petites mutations, les mutations partielles, qui sont quasiment des pouvoirs. Les grosses mutations, où après bah tu ressembles à un monstre de Bioman, et qui est bien puissant. Puis t'as les défauts des mutations. Ah, petit point au passage. C'est un monde totalement dénué de racisme, ou alors tout le monde est raciste contre absolument tout le monde. À savoir que ton genre, ta tronche, tout ça, tout le monde s'en tape. Il n'y a qu'une chose qui est respectée dans cette réalité, c'est ta puissance et ta capacité à survivre. Voilà, voilà, voilà. Tout le reste, c'est du pipeau. T'as un bras en plus et puis des oreilles chauve-souris, c'est pas pour autant qu'on va te lapider la tronche. Hein. T'as un bras en plus et des oreilles chauve-souris. On s'en fout, si t'es un bon chef, tu seras un bon chef avec un bras en plus et des oreilles chauve-souris. Et tu pourras continuer à dire oui, nous allons brûler machin pour la lumière. Si on veut. Voilà, donc hop. Je repars dans tous les sens. Mais les sources de puissance qui vont être données à vos joueurs, s'ils veulent des sources de puissance surhumaines, la connaissance. À savoir que la religion de ce monde, hein, en gros, c'est les écrits, il faut les brûler, le savoir, c'est le mal. De toute façon, c'est ça, hein, ils ont 5 préceptes. Il y en a 4 qui sont la répétition que le savoir, c'est le mal. On brûle les écrits. Voilà, savoir lire et écrire, t'es bon pour le bûcher. Faut pas construire d'outils qui soient supérieurs à l'efficacité du travail d'un humain. C'est tout dans ce but-là. Hein. On est obscurantisme plus power. Voilà, c'est Torquemada Land, on est vraiment sur l'obscurantisme bien lourd. Et il y a quelques petits malins, et entre autres c'est un métier, qui eux n'ont rien à foutre et qui veulent au contraire comprendre les artefacts de civilisation qui traînent d'avant. Et les artefacts sont bien puissants. Voilà, tout simplement. C'est là qu'on pense beaucoup au Moon. Hein. Ça va bon, du truc simple comme le champ de force ou lunettes de vision dans le noir, à l'épée tronçonneuse bien efficace qui va te calmer des méchants, au fusil laser, mais aussi le réinitiateur quantique. Oh, cette scène ne me plaît pas. On retourne au début. Piou. Et vous allez rejouer tout ce que vous avez merdé en connaissant ce que vous avez joué. Merci réinitiateur quantique qui nous sauve les scénarios. Il y a le glace-temps, il y a une forteresse géante qui parcourt l'univers. Enfin, il y a des trucs de guenin. Tout ça marche avec des éclats de cristaux. Et effectivement, comme tout le reste là-dedans, son enjeu, oula, il peut avoir des complications sur lancer de dés. Comment ça marche la mécanique? C'est tout con. Quand tu veux faire quelque chose, et ben en fait, tu vas utiliser ton attribut qui est lié à ce que tu fais. Vaut mieux que ça soit lié à une expertise que tu connais, sinon tu vas te bouffer des malus. Tu jettes 2 dés de 6, faut faire moins que ta carac. Égal à ta carac ou moins. Voilà. Si tu fais plus de 8, mais que ça reste une réussite, tu as une réussite critique. Voilà. 8 ou plus. En clair, si tu as 9 dans ta carac, si tu as fait 8 ou 9, youpi, tu as une réussite critique. Si tu as fait 10, tu t'es planté. Si tu as fait 12, tu as un échec critique. Si tu fais double 1, tu as une réussite, mais avec complication. Et puis voilà, vous venez d'avoir le système. Les combats, c'est pareil, c'est tout simple. C'est tout le temps que les joueurs qui jettent les dés. Les dégâts, c'est tout con. C'est sur ton lancer qu'a marché. Ton 2d6 plus machin, avec ta compétence physique ou agilité en fonction de ce que tu utilises. On va prendre le meilleur dé, ajouter le modificateur de dégâts de l'arme. Plus 1, c'est le souvent. Plus 2, c'est une bonne arme. Plus 3, c'est la très 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 grosse arme. Et puis ça vire des points de vie. Hein. Par exemple, voilà, j'ai 8. J'ai réussi à faire 7, donc pas de critique, rien. Ça marche en dessous de ma compétence. J'ai de la chance, mon 7 c'est 6 plus 1. J'attaque avec une arme plus 2, bah là je fais 8 de dégâts. Qu'on va ôter l'armure de l'ennemi.
C'est plus chiant quand ça marche dans l'autre sens, parce qu'en fait, le calcul pour savoir le nombre de points de vie que va perdre un de tes persos, c'est ton jet de défense, c'est-à-dire que tu l'as perdu, c'est-à-dire que tu as fait un jet haut. Donc on prend ce jet, on va dire que tu as perdu à 10. C'est 10 plus dangerosité de l'arme de l'adversaire, moins ton agilité, moins ton armure. Ça devient un petit peu calcul compliqué, c'est ce défaut, je trouve, du système. Petit calcul de dommages des PJ, à peine un petit peu long. Et voilà, on est sur une soustraction, voilà. Enfin, faut être pinaillé. Mais c'est le seul point que j'ai trouvé à peine compliqué au niveau des règles. Bon, alors le néant a ses explications, des exemples de dieux, enfin de démons du néant, parce que Dieu il est pas là, la magie du néant, donc du néant, bien cheaté. Mais voilà, avec ça tu vas avoir droit à ta souillure. Donc oui, les mutations, ils t'amènent des défauts. Le néant t'amène aussi des défauts qu'on appelle la souillure, que c'est... Voilà, il y a des trucs qui sont méchants quand même. Hein. Mais tu peux devenir une liche. Enfin, c'est vraiment... les objets magiques qui existent s'appellent les démons liés. Et on a des exemples. Avec un joli casque, des démons liés. Enfin, c'est... Ah, les Morlocks. Les survivants de la guerre d'avant, qui sont des espèces d'humains sauvages monstrueux qui n'aiment pas grand monde. Le bestiaire. Les dragons s'appellent les Wurms. Ils sont l'incarnation de la frénésie du Warp, par exemple. Le tableau des 10 commandements, sauf qu'il y en a un peu plus. Les conseils pour animer une partie, qui sont très très bons. Hein. Ça va de gérer des contrastes forts, blablabla. Utiliser les tables pour vous inspirer. Enfin, que des trucs, j'oserais dire, qui coule de source, mais c'est bien. Ils ont une page pour rappeler l'essentiel qui coule de source pour avoir une bonne ambiance à Warpland. On n'invente pas l'eau chaude, c'est tous les bons conseils usuels et habituels pour MJ. Neurocity, le seul endroit qui va être laissé au MJ, on te laisse 3 pistes, puis en gros on te dit c'est ce que tu veux. Tout simplement parce que c'est les quelques rares survivants de cette race qui a trouvé la réalité. Et Neurocity n'est pas placé sur la carte car c'est l'MJ qui la met où il veut et qui la met comme il veut. Et s'il veut pas que ce soit une des 3 propositions de l'auteur, il fait ce qu'il veut, le MJ. Voilà. Après, on a les scénars d'intro, on a la feuille vierge, on a des pré-tirés, on a les petits textes qui le font bien, que la lumière vraie et pitié de ta forme. Ouais, le problème de la transformation, de la corruption est très 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 présent dans ce monde. Donc voilà, c'est un jeu de gueudin. C'est pour les gens qui aiment être inspirés par un petit texte très sympa, qui peuvent des très bonnes phrases dans les tableaux. Vraiment, on est sur le tableau aléatoire qui donne des idées. Ouais, ça, personnellement, ça me parle beaucoup. Surtout quand on est dans les chapitres du néant et puis tout ça. La brèche de la ruine est un lieu froid et abandonné où le tissu de la réalité a été déchiré par le néant. Il est peuplé d'êtres qui semblent issus de cauchemars, de visions sombres qui peuvent souiller l'âme des humains. Puis bon, il reste du texte. C'est sympathique. Et donc c'est les événements mineurs et majeurs qui peuvent arriver sur le coin de la gueule quand tu vas à la brèche de ruine. Donc forcément, c'est tout en blanc et noir et assez sombre. T'as des endroits que tu sentirais presque une pointe d'espoir. Enfin, c'est vraiment les cavaliers crânes. Putain, je vais vous faire toutes les pages. Donc, j'arrête de vous faire toutes les pages. C'est vraiment une valeur sûre. Il y a un côté presque OSR, mais bon, pas fort. Il y a quand même, je trouve, un petit parfum d'OSR. Mais c'est si tu veux, parce que tellement, de toute façon, le système, il est simple, il est fluide, il marche bien. Dans un monde, c'est ça, c'est du Hawkmoon qui a mal tourné. C'est du Hawkmoon qui a très, très, très mal tourné. Les grands bretons, ils ont bousillé l'univers, ils ont détruit la toile de la réalité. Et effectivement, il reste de la magie ramenée par le néant. Les savoirs des artefacts est important. Les religieux sont aptes à faire des miracles, tout simplement. Et le warp, à savoir, Dieu s'est barré, il a laissé un ciel très mutagène à la tronche bizarre qui peut transformer les gens. En cas d'orage, en cas de marée Elstrom, tu peux te faire frapper par un éclair qui te file de la mutation. Hein. Ton perso, c'est pas sûr que tu vas le garder très longtemps sous une tronche d'humain si tu commences en tronche d'humain. Enfin, Warpland est une pure tuerie. Hein, j'ai demandé hier par où je commence parce que je lisais un petit peu tout dans tous les sens. Warpland d'hier soir a bien gagné. Je me suis lu avant de faire dodo. Je l'ai relu ce matin. C'est vraiment, enfin, ça se lit en plus. C'est une vitesse.
C'est extrêmement inspirant. Bon, pour ceux qui l'avaient préco, on a un petit livret avec. Alors c'est cool pour ceux qui l'ont eu. D'un autre côté, c'est voilà, c'est la synthèse des règles utiles pour que le MJ il ait tout sous la main. Bah, tu vas faire jouer, tu laisses ton gros bouquin à la maison, t'amènes ton petit recueil de règles, t'as tout. Enfin, voilà. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. C'est une petite aide de jeu très cool pour les souscripteurs d'origine. C'est très bien qu'ils l'aient chopé. Après, si vous l'avez pas, c'est pas grave. Voilà. Vous le ferez vous-même pareil en prenant un petit carnet puis en notant les règles importantes pour vous, les petits tableaux qui vont vous être utiles selon votre aventure ou dans quelle région vous êtes, enfin tout ça. Voilà. Un bon plus pour ceux qui ont, mais pour les autres c'est pas grave. Courez pas après le petit livret rouge sain. C'est un goodies sympa parce que c'est un pense-bête malin, mais ce n'est qu'un pense-bête. Voilà. Le truc important, c'est le livre de base, qui est un truc de gueudin. Je pense qu'il n'y aura pas d'écran, hein. Pattern, ils font jamais d'écran. Je pense qu'il n'y aura pas d'écran et qu'on s'en fout. Parce que de toute façon, faudrait presque ressortir tous les tableaux du livre, ou si vous êtes juste sur un écran qui reprend les règles de base, elles sont vraiment simples. Donc les règles de base, tu les connais, puis bah sinon les tableaux du livre, t'as le livre, en fait. Donc voilà, le seul qui me reste à réussir à foutre la main dessus, peut-être mendier un SP ou réussir à taxer un copain, c'est Against the Dark Master, hein, du Leto, qui me semble prometteur. On sait que Morgborg, il y a eu des projets par certaines boîtes et que bon, il y a des boîtes qui essayent de le traduire. Même si Morgborg sort en français cette année, si je devais faire voilà le prix du jeu de rôle le plus psycho-barré, apocalypse, fin du monde dans un contexte avec règles souples, je pense que je mettrais Warpland avant Morgborg parce que je préfère en fait, je crois. Je crois que c'est pas plus compliqué que ça. Il y a un petit côté, c'est un cran, un chouïa en dessous niveau Mystic Dark. Le côté désespoir sont marqués dans les deux complètement. Enfin, le côté fan tout qui arrive sont marqués dans les deux complètement. Si on doit dire un Morgborg est frontalement plus dark. Pas grand chose, mais quand même un peu. Visuellement, ils ont pas le même parti pris, mais sont les deux très beaux. On a un beau qui est sobre avec Warpland, là où on a un beau ultra flashy et fou avec Morgborg. Et Morgborg, il y a légèrement moins d'outils d'un point de vue règles et mécaniques, et un peu moins, enfin, c'est pas le même développement de background. Morgborg, on a quand même pas mal de tableaux et puis d'outils à jouer. Là, on l'a aussi, mais il y a aussi du texte d'ambiance. Enfin, c'est pas exactement le même air. Warpland ouais, je pense que je préfère. Oui, chien, j'arrive. Bon, il y a chien qui veut que j'arrive, donc je vais arrêter de dire 15 fois, un million de fois. Enfin, Warpland est une valeur sûre. Si t'aimes le jeu avec règles simples, que tu cherches un truc bien méchant, enfin voilà, c'est pas que on va tuer les joueurs, mais c'est quand même difficile. Un univers très sombre, au-delà du bien et du mal, vraiment porté sur la survie, en sachant que c'est quand même possible de jouer quelques personnages orientés sur voilà, on veut croire au bien jusqu'au bout, mais vraiment ça va être chaud bouillant pour eux, dans un univers complètement tordu qui part en couille dans tous les sens, où les gens sont des tarés, enfin c'est Torquemada ma langue, hein. Quelqu'un voit que tu sais lire, on va aller te balancer au taré du coin pour te foutre sur un bûcher, hein. C'est des tarés les gens dans cet univers. C'est prenant avec plein de trucs d'exploration parce que forcément ouais il reste des ruines justement des Eloy, c'est-à-dire ceux qui ont tout cassé, il y a des choses à les découvrir. Voilà, un système simple, un univers simple à s'approprier, mais avec quelques bases que forcément je conseille à chaque MJ de prendre toutes ces bases puis après de se les approprier et puis de mettre leur délire. De toute façon c'est ce qu'il conseille au MJ. Voilà, il te file la pâte à pizza, il te file quelques ingrédients, après tu rajoutes ce que tu veux dessus. C'est vraiment une des très 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 bonnes sorties de l'année. Voilà, je pense qu'il va, ouais, ça m'étonne. Je pense qu'il sera dans mon top 3 des jeux qu'il faut acheter cette année. Hein. Selon moi, il y a Nock, il y a Warplant, et je laisse la place libre pour le troisième. Mais il arrive très 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 fort dans les délires OSR perchés.
C'est vraiment un très 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 bon jeu. Putain, je vais arrêter de me répéter. Voilà, une demi-heure que je dis la même chose. Si t'as du fric et que t'aimes ce genre de jeu, vas-y. Si t'avais trouvé que dans Morborg, c'était un peu trop léger niveau règles, il y en a un peu plus sans que ça devienne des règles compliquées. Il y a un peu plus de background sans que ce soit une encyclopédie de détails. Il faut amener des choses de soi. Et c'est un trip, quoi. Voilà, c'est un putain de trip, ce jeu. Salut à tous!